Bienvenue au premier épisode de Gère-toi. Gère-toi, c'est un podcast qui va parler de gestion, de management. On va recevoir des experts qui vont parler de leurs conseils, de leurs observations, donner des trucs. J'espère que vous allez apprécier le contenu. Donc, si vous êtes gestionnaire, dirigeant, entrepreneur ou futur gestionnaire. Pour commencer au premier épisode, on reçoit Alejandra. Alejandra, c'est une consultante stratège en organisation. Moi et elle, on fait principalement le même rôle dans les entreprises. Donc, ça allait de soi de débuter ça en discutant de nos observations, de ce qu'on fait pour aider les organisations, puis de votre réalité sur le terrain, tous les domaines confondus. Donc, bon épisode, bonne écoute. Gérer, c'est un art, un défi, un bordel parfois. Mais t'es pas là pour être parfait. T'as intérêt à gérer toi et prendre ta place, gère-toi. Alejandra, bienvenue à Gère-toi. Bonjour, Émilie. Donc, Alejandra, je t'ai invitée parce que on travaille dans notre expertise se ressemble beaucoup. On a un cheminement aussi, les deux, on a un cheminement qui nous a amené vraiment à se positionner sur notre zone d'expertise, notre zone de talent. Tu as un cheminement vraiment complet. Tu as travaillé en marketing, en mode. J'ai travaillé en événementiel, en mode. J'ai travaillé aussi comme directrice générale d'une clinique de psychologue. Fait que j'ai œuvré dans différents domaines, autant créatifs que culturels. Officiellement, on t'appelle pourquoi, Alejandra? Actuellement, on m'appelle quand, justement, les gestionnaires, les dirigeants d'entreprise, entrepreneurs sont débordés, ils voient plus clair, sont dans le jus, comme on dit, en pleine crise, puis ils savent pas c'est quoi le problème dans tout ça. Fait qu'ils ont besoin d'y voir clair pour mettre des actions en place, pour éventuellement juste sortir des opérations, puis aussi aider leurs équipes qui traînent la patte aussi. Clairement. Puis, Gère-toi, ce qu'on veut, c'est vraiment démocratiser le management en général, donc gérer des équipes, les dirigeants aussi qui se retrouvent pas. Donc, c'est des contextes qu'il y a littéralement dans beaucoup d'organisations. Puis, j'ai envie qu'on en parle aujourd'hui. Donc, merci d'être venu me voir. Alejandra, actuellement, c'est quoi la tendance quand les organisations t'appellent? Puis, j'y vois plus clair. C'est quoi tes premières observations? Bien, les premières observations, c'est souvent que, tout ce qu'on nomme, c'est des symptômes, puis il faut aller creuser un peu plus loin pour savoir qu'est-ce qu'il y a en dessous de tout ça, en dessous de l'essoufflement, en dessous de la frustration, en dessous des messages, puis des communications qui ne sont pas claires à l'interne. C'est d'aller voir vraiment c'est quoi qu'il y a en dessous de ça pour travailler vraiment sur le bon problème, le bon irritant. Mm-hmm. Est-ce que tu travailles plus avec la PME, avec la start-up? Y a-t-il des domaines plus spécifiques actuellement qui ont ces besoins-là? Oui, bien, les PME, j'aime beaucoup travailler avec les PME, petites, moyennes entreprises. Les startups, oui. Je te dirais que c'est à un autre niveau, les startups. Les startups, c'est un peu travailler en avant-scène pour s'assurer qu'ils ne vivront pas ces problèmes-là, puis s'assurer qu'ils mettent des choses en place pour pas qu'ils frappent un mur. Et puis, les PME, des fois, malheureusement, c'est ça, ils ont frappé le mur de la fatigue, du flou. La stratégie, trop longtemps. Exactement. La stratégie, elle est là, elle est claire, mais ils ne savent pas comment faire atterrir leur stratégie. Oui. Ils ne savent pas comment s'y prendre. Il y a trop de choses, trop de chapeaux, trop de choses à gérer au quotidien. Ce que j'aimais de ton profil, Alejandra, c'est que tu fais de la consultation stratégique. Tu viens pas nécessairement du milieu RH. Tu as connu les RH à travers ton parcours, mais tu es une fille d'opération. J'aimerais ça que tu nous parles justement à travers ton parcours, comment tu décris ton carré de sable d'expertise. Oui, bien justement, mon carré de sable d'expertise se situe, je te dirais, entre la stratégie, les opérations, puis les humains. Donc, c'est vraiment là que j'aime opérer au fil du temps puis au fil des expériences. J'ai quand même un profil quand même assez atypique, comme on a dit plus tôt. Je travaillais dans différents secteurs, dans différents postes aussi, fait que ça m'a permis de voir, avoir un petit peu un 360 sur le contexte en entreprise et puis comment ça s'opère. Donc, tout ça m'a permis là, de vraiment de me forger
aussi une façon de faire qui est unique dans laquelle j'aime opérer. Donc, je suis pas juste dans la stratégie, j'aime faire atterrir les choses. Puis déjà, de prendre un mandat pour moi, ben c'est d'arriver à accompagner aussi les employés à travers ça pour voir, puis aller valider si on se dit qu'on prend un plan d'action, ben c'est de s'assurer que le plan d'action fonctionne. Oui, c'est ça, de les emmener jusqu'au bout. Exactement, oui. Personnellement, actuellement, j'entends beaucoup au niveau des PME, startups. Je suis pas bon dans les RH. Là, je veux qu'on démystifie quelque chose ensemble, là. RH versus management. On mélange ça ou deux choses séparées? Bien, tu sais, je te dirais que ça dépend de la grosseur de l'entreprise parce que, tu sais, dans les entreprises où on a plus œuvré, PME, start-up, bien, c'est sûr qu'on a plusieurs chapeaux. Donc, les ressources humaines, ce qu'on va appeler ressources humaines, bien, ça se lie complètement au management, aux opérations. Tu as besoin d'avoir une connaissance plus humaine, plus relationnelle. Dans des grandes entreprises, oui, tu vas avoir le département des RH, le département opérationnel ou peu importe, mais ils vont travailler entre eux, puis il y a plusieurs humains qui y travaillent. Ouais. Donc, c'est ça la différence, puis c'est là qu'il faut refaire un peu le mapping de tout ça pour que ça soit réaliste pour les PME puis les startups. Parce qu'une personne ne peut pas avoir multifonction. Puis les RH, bien souvent, ça peut être la dotation, ça peut être un paquet d'affaires. Donc, ça peut aller vraiment large. Puis souvent, on nomme les RH, mais souvent, c'est un problème de management, de quelqu'un qui a été déplacé ou mobilisé vers un autre poste, mais on ne l'a pas outillé. Exactement. On a un sujet commun qui nous tient vraiment à cœur. Les statistiques le démontrent, la strate de management au niveau justement de la santé psychologique, au niveau aussi des climats toxiques qui sont toujours présents dans nos organisations. On le sait, les gestionnaires ont quand même un très gros impact sur le climat des équipes. Donc, qu'est-ce qui se passe selon tes observations au niveau de nos gestionnaires? C'est quoi les grands enjeux du moment? Le manque de temps. Le manque de sens, ça va super vite maintenant. Puis, il faut constamment se renouveler. Puis, on ne se donne pas le temps pour expliquer, donner du sens à ce qu'on fait, puis aussi aux gens qui nous accompagnent. Tu sais, souvent, les décisions vont être prises en haut, si on veut, mais pour passer le message, puis savoir qu'est-ce qu'il faut pour y arriver, bien, ça se passe très vite. Donc, on demande à des employés de bouger très rapidement, mais tu sais, ça ne fonctionne pas. Tu sais, n'importe quel être humain a besoin d'être motivé ou du moins avoir un sens à ce qu'il fait, puis pourquoi qu'il faut qu'il change 3-4 fois ses façons de faire pour s'adapter à un nouveau contexte, à une nouvelle réalité. Je pense que tout le monde, fondamentalement, veut aller de l'avant, mais à un moment donné, tu sais, si on des œillères ou si on les yeux bandés, bien, c'est un petit peu difficile de le faire, puis c'est difficile d'aller utiliser l'intelligence collective aussi, même pour arriver à nos moyens. Qu'est-ce qui leur manque aux gestionnaires en matière de développement, de formation, qui cause justement ces défis-là aux organisations? Parce que je pense qu'on peut observer sensiblement la même chose. On en parlait dans une autre conversation. Bien, on peut-tu en parler? Ben oui, mais tu sais, je te dirais qu'il y a plusieurs choses qui peuvent manquer, il y a plusieurs choses qui sont là, mais tu sais, ne serait-ce de quelqu'un qui bouge d'une strate d'employés à un gestionnaire, ben les défis sont différents. Tu passes d'un moment où tu deviens expert de ton domaine, exemple le marketing, puis après, ben tu dois gérer des gens au-dessous de toi, de ton équipe, collaborer avec eux, mais les aligner aussi, puis ça, c'est pas nécessairement facile, puis c'est pas intrinsèque. Oui, c'est pas intrinsèque. Est-ce que tu es d'accord avec moi qu'on observe qu'on dirait que quand on nomine des gestionnaires, ben on l'a observé comme étant compétent, donc on pense souvent que ces aptitudes-là, ben il a observé ses propres patrons, il a observé, donc c'est intrinsèque, il est sur sa gradation professionnelle bien normale, donc ça va s'apprendre sur le tas, là. Exactement, c'est la norme. Sauf que le problème, c'est que souvent, ben des gestionnaires, ce qu'ils peuvent faire dans ce cas-là, c'est de dire, ben moi, voici comment je l'ai fait que
j'assume que tout le monde va faire le même chemin, donc je leur présente mon chemin, mais c'est pas nécessairement ça. Tu travailles avec des humains, donc il faut connaître comment ils fonctionnent, c'est quoi leurs leviers de mobilisation. Il y a plein de choses à prendre en considération, puis surtout, toi, comme gestionnaire, bien, te donner la patience de savoir qu'est-ce que je veux, comment je veux avancer, quel Ça type... t'appartienne. Tu sais pas ce que tu sais pas quand tu rentres dans un poste. Puis oui, tu as quelques allusions. Bon, OK, un gestionnaire, ça fait à peu près ça, mais comment tu portes cette posture-là? Mais le monkey see, monkey do, Ouais. ça marche pas comme gestionnaire parce qu'on a un profil personnel, on a des triggers qui nous appartiennent, donc on va réagir à certaines choses qui n'est pas la même chose que son propre patron, ou même des fois, il y a une passation à la retraite, donc il y a quelqu'un qui est nommé pour remplacer un patron qui était là depuis plusieurs années, mais il ne pourra pas nécessairement assumer le rôle avec le même chapeau. Non. Puis c'est quoi ces traits-là que tu peux observer, toi, qui va influencer la posture du gestionnaire, qui crée les écarts entre les différents types de leadership, de gestion? Et c'est une bonne question, ça. Bien, je te dirais, avant ça, je voudrais juste revenir parce que tu disais, oui, justement, quand on reprend le poste de quelqu'un qui part à la retraite et tout ça, Ouais. puis c'est super intéressant de se donner le temps parce qu'il y a un savoir, un legs que la personne va nous donner qui est super riche. Il nous raconte comment qu'on s'est rendu là, mais il y a aussi de savoir, bien, le futur s'en va où? Donc, qu'est-ce que j'ai à mettre en place, puis quelles nouvelles connaissances je veux rajouter. Donc, il y a tout ce mélange-là aussi, en plus d'apprendre ton poste, puis d'apprendre comment ça fonctionne, puis de connaître les humains qui sont sous ta tutelle. Okay. Connaître les humains, ça, c'est-tu moi ou c'est une étape qu'on oublie quand on prend un poste de gestion? On l'oublie souvent, je pense que puis c'est pas volontaire, c'est Non, juste que ça va très C'est vite. les opérations qui nous reviennent rapidement. Oui. C'est crucial. Souvent, là, je te dirais, même dans le onboarding, souvent, on se donne pas la peine. De plus en plus, il y a des onboarding qui vont être mieux faits où, ben, justement, tu as du temps à partager avec les différents gestionnaires, les collaborateurs, les partenaires et tout ça. Ça, c'est super intéressant. Mais même là, on n'est tellement pas habitué qu'on ne sait même pas quelle question posée. Ne Ben, serait-ce que... on n'a pas travaillé ça, le onboarding des gestionnaires. Il y a eu... On a vu que les entreprises investissent dans... Bien, il y a eu la période du recrutement, la période de la marque employeur. Donc, la marque employeur, l'expérience employée a emmené justement le fait qu'on vient monter une structure au processus d'onboarding. Mais le onboarding d'un gestionnaire, surtout nommé à l'interne, là, Ouais. moi, personnellement, j'en ai pas vu dans les organisations clientes. En as-tu observé des processus d'onboarding gestionnaire? J'en ai pas vu tant, puis c'est important de le faire parce que la personne change de poste, il y a une posture qui est différente. C'est quoi les attentes maintenant qui vont être sur moi versus avant quand j'occupais un autre poste? C'est super important. Puis savoir, bien, maintenant qu'on transige ensemble, disons, de gestionnaire en gestionnaire, c'est quoi les meilleurs moyens de communication? Tu sais, c'est quoi le système communicationnel qui se passe à l'interne? C'est super important. Puis de s'en parler. Moi, j'ai pas la même perception des choses, puis pas la même façon de fonctionner que toi, par exemple. Mais il faut être capable de s'en parler parce que peut-être des choses qui sont très acquises pour moi le sont pas du tout pour toi. Puis c'est là que ma perception peut devenir « Ah, bon, mais mon Dieu, Germaine, elle n'arrête pas, elle est sur mon dos en train de regarder ci puis ça. » Mais non, toi, c'est que tu es faite autrement. Tu as besoin, tu as tout le temps ton checklist même pour toi. Donc, si tu t'attends à ce que tout soit fait en fonction de ça, je donne ça comme exemple parce qu'on s'en est parlé rapidement. Mais juste de se parler de ça, on dirait que ça fait tomber la tension, puis OK, bien là, on sait vraiment comment opérer tous ensemble dans cet écosystème-là. Oui, de s'adresser, puis de l'accueillir avec ouverture, puis de se rejoindre aussi. Tu as nommé une chose qui est vraiment, vraiment importante, puis que je vois pas souvent dans les entreprises, mais que c'est dans les premières choses que je vais mentionner. Le dirigeant, la haute direction, de nommer qu'est-ce qu'on attend du rôle, qu'est-ce qu'on attend de toi. Quand que je te nomme une gestionnaire, je t'octroie un rôle de gestion, on les nomme pas, ces choses-là. C'est comme si on s'attend à ce que le gestionnaire devine tout. Mm-hmm. Mais selon toi, est-ce que ça peut être la cause de toute cette zone où est-ce qu'on dirait que les gestionnaires réalisent pas, puis c'est pas de leur faute, là, une espèce de trou noir de responsabilité de gestion qui ignore complètement. Donc, l'influence sur chaque personne, ils ont la responsabilité de se gérer dans les interactions.
pour justement provoquer les bonnes influences chez les personnes. D'émettre justement de la rétroaction. Ça, c'est souvent pas nommé. On s'attend de toi à ce que tu fasses des suivis avec tes employés, à ce que tu puisses leur donner du feedback négatif, positif. Autant au niveau, justement, on peut nommer le recrutement, mais quand tu recrutes, tu dois recruter varié, tu dois recruter... On vient pas comme... Il y a plein de choses qu'on nomme pas quand on board un gestionnaire. Tout plein. Énormément d'autres choses. Puis onboarding, puis ça, il y a aussi le recrutement. Là, on parle d'onboarding à l'interne, mais il y a aussi le recrutement. Là, il y a beaucoup de choses qu'on oublie de faire au début. Est-ce qu'on sait vraiment parler des valeurs de l'entreprise, de l'alignement, de c'est quoi nos grands défis en ce moment? Ça commence, mais c'est pas tout à fait là. Puis des fois, il y a une gêne de parler de ces choses-là, soit au niveau du candidat ou même de l'entreprise qui recrute. Même chose à l'interne, mais c'est pour en revenir à ce que tu demandais au niveau des attentes, c'est super important parce que, tu sais, moi, je peux avoir comme réflexe quand je rentre dans une organisation, les 90 jours, mes premiers 90 jours, voici ce que je vais faire. Ça va être prendre connaissance de mon équipe, regarder c'est quoi les projets, les façons de faire ici et ça. Si dans la tête de la personne qui m'engage, c'est les premiers 90 jours, je veux qu'elle opère, puis que... les feux sont déjà pognés. C'est ça, je veux voir là, dans la première semaine 3 feux d'éteint, puis ci, puis ça, mais ça ne fonctionnera pas. Déjà là, tu mets la personne dans l'échec parce qu'on ne sait pas parler des attentes. Où on n'a pas trouvé un plan commun pour voir, ces premiers temps-là, ça va être pour ça. Est-ce que ça va être pour faire du mentorat? Est-ce que ça va être pour apprendre? Est-ce que ça va être vraiment là, on a une crise, puis il faut adresser la crise, puis c'est pour ça que tu rentres? Ça, il faut les nommer. Oui, puis être présent, accompagner, soutenir aussi, de la même façon que dans les choses qu'on nomme pas aux gestionnaires, le rôle, c'est pas en fait, c'est de soutenir l'autonomie de son équipe, c'est soutenir le développement de son équipe, soutenir les opérations, mais soutenir. Alors que de la haute direction ou des gestionnaires, on n'est pas là, on n'est pas présent. On prend pour acquis, mais ça vient avec l'autonomie. Mais le gestionnaire, pour être autonome, il a besoin de certaines choses, d'être plus outillé, de développer aussi de la conscience de soi, conscience des autres, des différentes notions. Puis ça, on les forme. Il a besoin d'un certain cadre. Oui. Tu sais, même s'il est flexible, OK, mais c'est quoi les paramètres à la limite? Tu sais? Où est-ce que je coche que oui, j'ai bien atteint ce que tu voulais ou pas? Puis de se poser les questions aussi, c'est-tu clair pour nous en tant que dirigeant de qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on s'attend de ces gens-là qui vont opérer dans notre système? En fait, même de ne pas mettre de cadre, ça peut même empêcher la prise de décision des gestionnaires parce qu'ils ne savent même pas s'ils sont autorisés à aller jusque-là en matière de prise de décision ou de diriger son équipe. Donc, moi, j'entends souvent des dirigeants qui sont un petit peu tannés ou qui sont découragés parce qu'ils ont l'impression qu'ils ont nommé des gestionnaires pour déléguer un poids, mais les gestionnaires reviennent souvent pour valider les décisions. Donc là, ils se retrouvent à devoir justement revenir dans les opérations, revenir régler des conflits, donner des solutions, prendre des décisions, alors que dans leur tête à eux, je t'ai nommé comme gestionnaire, je l'entends souvent ça, c'est sa job, il devrait le faire, il devrait le savoir. Mais qu'est-ce qui empêche ça? Ouais. Qu'est-ce qui fait que finalement, ça se passe pas comme prévu? C'est le transfert de savoir, c'est le transfert de connaissances, c'est cette espèce de legs-là interne. Tiens, je te le dépose, ça fait 10 ans, 8 ans que je le mène à bout de bras. Puis il y a ça aussi qui est intéressant parce que un chef d'entreprise dans des PME, souvent, oui, ça va être dans des opérations super longtemps. Puis que de déléguer après tout ce temps-là, ça peut créer un vide. On ne le sait pas qu'on va se rendre là, mais tu sais, à force de passer les choses à quelqu'un d'autre, puis penser que ça va se passer d'une certaine façon, OK, parfait. Une fois que ça, tout est fait, tout est compris, le leg se fait, mais après ça, tu restes un peu dans le vide. Je suis supposée de faire quoi, moi, quand j'étais comme le nez comme ça devant l'arbre, puis toujours dans les opérations à jump in, à répondre à des feux ici, ça, je suis quoi quand je suis pas ça, tu sais? Puis c'est là qu'il y a aussi ce travail-là de, mon vrai rôle, c'est ce que j'avais envisagé au départ, la vision vers où je m'en vais.
Mais tu sais, ça semble simple comme ça, puis tout le monde se dit, bon, mais moi, je veux me déloader, je suis dans le jus, puis je suis plus capable, je veux être dans la vision, dans la création aussi, puis ça. Mais il y a ce vide-là aussi. Tu sais, puis ça se passe dans les gestionnaires aussi. Souvent, la raison pour laquelle on va retourner, puis faire du micromanagement. C'est ça, puis faire du micromanagement. Ça, il faut qu'on en parle. C'est ça. C'est parce qu'on est bon là-dessus, puis on ne sait pas qu'est-ce qu'on est en train de mettre en place de l'autre côté pour se développer. Tu sais, c'est pas une ligne droite, là, se développer. La fameuse promotion-récompense. On est talentueux, on est ultra compétent dans ce qu'on fait. Là, on est nominé gestionnaire, donc on se repositionne en zone de non-compétence, l'espace d'un moment de se développer puis d'apprendre, si on l'oublie. Mais c'est sûr que le réflexe de l'humain, c'est de ne pas ressentir ça. Donc, il se repitche dans sa zone de compétence, il se repitche dans les opérations. Fait que là, l'équipe est comme, ben voyons donc, il est encore dans... Il est encore dans nos pattes, tu sais, à se mêler de tout ce qu'on devrait se sentir autonome de faire, tu sais. Mais à quelque part, c'est comme un peu pas de la faute du gestionnaire, tu sais. C'est un réflexe qui est humain, tu sais. Fait que qu'est-ce qu'on peut faire, justement, tu sais, ne serait-ce que, justement, de l'assumer que c'est ça qui va se passer si on l'aide pas. Donc, ça serait de vraiment accompagner le gestionnaire à assumer cette montée en compétences-là qui s'en vient, tu sais. Oui. Puis, laisser du temps là-dedans, d'expliquer que ça va pas se faire du jour au lendemain, puis il y a des étapes à tout ça. Donc, faire le plan en co-création avec le gestionnaire. Moi, co-créer, c'est pour super lui, important ou elle. Parce qu'il faut que tu le ownes. Oui. Tu sais, si tu vas rusher pendant un moment, tu peux-tu au moins t'impliquer dans comment ça va se faire dans tout ça? Ben, de toute façon, on peut pas aider quelqu'un qui choisit pas. Exactement, mais souvent, c'est arrivé très souvent, je ne dis pas dans toutes les entreprises, mais souvent, ce qui arrive, c'est qu'on pense au projet d'implantation, de transfert, de croissance, ci puis ça, puis on présente le plan dès qu'il est fait à 90 On n'a pas utilisé notre intelligence collective pour savoir c'est quoi, comment les gens voient ça. Est-ce qu'on est vraiment sur le vrai problème ou il y a d'autres choses qu'on n'a pas vues qui étaient dans l'angle mort? Donc, comme employé, on se fait présenter ça. Puis, bien, souvent, ça ne va pas fonctionner parce que, oui, j'ai d'autres urgences, il n'y a personne qui me suit. Puis, on n'a pas été impliqué, ça ne vient pas partiellement de nous. T'sais. Donc, là, on entre dans la gestion du changement qui est une de tes expertises aussi. J'ai comme l'impression que, quand on parle gestion du changement, ça laisse l'idée aux entreprises que c'est un projet. Fait que la petite entreprise, la PME, ne se sent pas nécessairement interpellée dans l'univers de la gestion du changement. Si tu avais à le vulgariser pour que tout le monde se sente interpellé, qu'il y en a dans... On peut faire de la gestion du changement pour n'importe quel changement en entreprise. Bien, tu sais, c'est sûr qu'on l'apprend avec les grands concepts, la gestion du changement, mais, tu sais, la gestion du changement, effectivement, peut se faire à différents niveaux. C'est dans les façons de faire, mais c'est vraiment vers où on veut aller, puis qui va être impacté par ça, qu'est-ce qui va être impacté. Tu sais, maintenant, dans les entreprises, on peut avoir aussi différentes personnes en termes de seniorité, si on veut, ou d'âge, où on a des très jeunes et puis des personnes qui sortent de la retraite même pour venir travailler. Donc, un plan de gestion du changement, là, tu sais, il faut que ça calcule tout ça parce qu'ils n'ont pas la même façon de fonctionner, la même façon d'apprendre, les mêmes... Ça ne va pas les impacter, ça ne va pas les stresser de la même manière non plus. Exactement. Il y en a un qui est au début de sa carrière, puis l'autre est revenu, tu sais. Oui, il y en a un qui a soif d'apprendre, l'autre est comme hey, « moi, j'ai toujours fait ça depuis... » Donc, c'est sûr que ça me replonge dans ma zone d'incompétence. Ça me tente pas vraiment d'aller là. Exactement. Donc, c'est d'être capable de prendre tout ça puis de dire, OK, mais comment qu'on va, on va mettre les choses en place pour que ça se passe le mieux possible. Puis le mieux possible n'est pas là, ligne droite, tout va bien, il n'y a pas de problème. C'est de savoir comment qu'on va adresser quand les gens vont rencontrer des bloquants. Puis savoir, OK, bien là, ça se peut que ça aille moins bien à ce niveau-là. Bien, comment qu'on va les accompagner pour que ça se passe plus en douceur? Oui. Bien, puis les rassurer, en fait, répondre en amont à leurs préoccupations. Moi, c'est ce que souvent, je réussis à retirer aussi avec des clients. Ou, la partie la plus impactante aussi, c'est juste de prendre le temps de penser à comment est-ce qu'on peut répondre en amont aux questions que nos gens vont se poser. Puis ces questions-là, c'est des préoccupations pour eux, entre autres. Là, donc, mon contexte de travail, ma tâche va changer. Donc, si on fait juste donner de l'information, on ne vient pas là, répondre à leurs questions. Puis c'est là qu'on a des réfractaires, puis ces gens-là n'embarquent pas. Exactement. Ça vient en amont.
C'est de savoir c'est où le problème. Tu sais, est-ce que c'est parce qu'ils manquent de connaissances par rapport au changement? Ils ne comprennent pas pourquoi le changement est à mettre en place. Ils n'ont pas les outils. Ça se passe à quel niveau? À quel niveau il va falloir les accompagner? Puis ça, ben c'est des discussions. Fait que tu peux pas aller... Juste des tu dialogues. Peux pas y arriver avec un plan, tiens... c'est de la com. C'est de la communication, oui. De la communication interne. Puis ça, ben, la communication interne, on dirait qu'on pourrait en parler. Pendant... Ça sera dans un autre épisode. On va en avoir pour 3-4 heures. Exactement. On en a parlé. Moi, je me souviens, au début de ma carrière, ça a été les communications. Puis ça reste encore les communications parce que c'est difficile. Parce que des fois, il faut que tu adresses des affaires qui sont vraiment plus difficiles et difficiles à nommer, à expliquer. Tu sais pas où tu te situes. Fait que tu dis des affaires tout croche. Bon. Comme tu dis, on embarquera un autre moment dans tout ça. Mais en soi, c'est quelque chose qu'il faut aussi adresser dans les oui, puis communiquer clairement. Tu sais, ça, c'est un problème. C'est tough. Si on revient au gestionnaire, à aucun moment, tu sais, on passe, mettons, de la strate employée, on est nominé dans un rôle de gestion, mais à aucun moment, on va coacher ou vraiment outiller le gestionnaire à comment est-ce qu'on communique. Tu sais, à droite, on a l'équipe. Donc, il y a des... On veut les mobiliser, mais on ne montre pas aux gestionnaires comment tu t'adresses à eux pour les mobiliser, pour les motiver individuellement. Comment est-ce qu'on donne un feedback constructif, un feedback... Puis à gauche, le gestionnaire, il faut aussi qu'il apprenne à parler à la haute direction. Oui. On pourrait engager une haute direction dans sa suggestion, sa proposition, son projet. Comment est-ce qu'il fait du reporting? Comment on se rapporte à une haute direction qui est un peu moins patiente, qui aime ça parler de chiffres, qui aime ça parler... il y a des attentes à ce niveau-là. C'est deux vocabulaires différents. Là. Oui, oui. Puis moi, je me souviens, dans les dernières années, à un moment donné, j'avais une de mes employées que j'ai accompagnée, parce qu'après ça, je tombais en consultation, mais... bref, je lui demandais de faire un suivi avec quelqu'un de son équipe. Et puis... je lui ai demandé 2-3 fois, ça se passait pas. Fait qu'à un moment donné, en rencontre one-on-one comme ça, pour faire le point, je lui ai demandé, mais pourquoi tu en as pas parlé encore? Qu'est-ce qui se passe? Elle dit, je sais pas comment faire pour pas le blesser. Puis c'est quelqu'un qui avait beaucoup de difficultés avec les communications, mais à ce moment-là, je me dis, ah mon Dieu, elle a été courageuse de me dire, parce que tu tombes dans ton ego. Ouais. Puis, OK, ça se peut ça, des gens qui savent pas, puis qui ne veulent pas blesser. Mais ce qu'elle est en train de faire, c'est encore plus pire encore. Au bout de la ligne, pour elle retient. Donc, il a fallu... Si tu n'avais pas demandé à te le... Elle ne me l'aurait pas dit, mais là, avec cette conscience-là, je la remercie encore parce que je me rends compte que oui, des fois, tu ne sais juste pas comment le faire, puis c'est pas parce que tu veux pas, c'est parce que tu veux pas blesser, tu n'as pas les bons mots pour le faire. Fait que oui, c'est de décortiquer ce côté-là, puis le côté de la direction, mais savoir c'est quoi la bonne approche. Aussi être capable de dire, moi, je vais avoir une discussion courageuse avec quelqu'un, puis ça va être difficile pour moi, mais moi, je vais l'avoir préparé. Fait qu'il faut que tu laisses le temps à l'autre personne de digérer ce que tu es en train de lui dire aussi. Ouais. Puis ça se peut que ça se passe pas sur le moment. Ça se peut que la personne elle soit frustrée. Tu n'auras pas des résultats immédiats ou même peut-être le résultat immédiat n'est pas le résultat d'une fois qu'elle va processer ou... Oui. Puis je te dirais que c'est la même chose quand on essaie d'implanter des choses, mais on n'onboard pas l'équipe dans cette discussion-là avant. Donc, tu arrives déjà avec ton plan béton, voici ce qui va se passer dans les 3 prochains mois. Mais, tu sais, ça fait la direction, ça doit faire quoi? 3 mois, 6 mois qui sont en train de penser à tout ça. Puis, l'équipe a 10 minutes pour réagir. Oui. C'est sûr que tu es dans la confrontation, puis tu as des gens pas contents, puis des frustrations, puis tout ce que tu aurais pu régler en amont, ça se règle là après, puis ça crée des frustrations. Je trouve qu'on prend souvent pour acquis que si l'information n'est pas importante pour le travail de la personne ou de l'équipe, elle n'a pas à être transmise. Puis c'est tellement une grosse erreur, parce que de donner de l'information, c'est une forme de reconnaissance. C'est une forme de reconnaître que tu fais partie de l'équipe, que tu es important, puis ça impacte la gestion du changement. T'sais. Oui. Donc, c'est un peu comme ce que tu viens de nommer, justement. Fait on travaille le changement, puis on oublie, parce que ce qui se passe avec le CRM qu'on implante, ce qui se passe, le problème, le délai, ça les concerne pas. C'est dans les ventes, ça. C'est pas notre problème. C'est ça. Mais c'est pas parce que ça n'impacte pas le travail que je fais dans mon rôle d'acheteur, dans mon rôle de stratège marketing, que nécessairement, je dois être mis de côté. Puis
En fait, de l'autre côté, on veut que nos employés soient des ambassadeurs. Hein. C'est les meilleurs vendeurs de l'entreprise s'ils sont mobilisés puis s'ils sont fiers de travailler pour l'entreprise. En donnant un maximum d'informations, mais eux, ils sentent qu'ils font partie de l'équipe puis ils peuvent aussi contribuer à extrapoler les projets à l'intérieur de l'organisation. Là, c'est clair. Là. Oui, absolument, parce que sinon, ils restent juste dans leur silo. Puis là, on est dans le silo. On essaie tout le temps de les briser, mais c'est ça, c'est en filant de l'information. La communication. Puis en arrière-scène, « Hey, il se passe telle affaire dans tel département, puis on est en train de faire... » Tu sais, le petit pas de recul qui fait, « OK, ben moi, je fais ça, mais il y a d'autres gens qui sont en train d'intervenir à d'autres endroits aussi. » Fait que c'est un écosystème. Il ressemble à quoi l'écosystème dans lequel je travaille? Ça, c'est intéressant. Puis ça coûte besoin de savoir? Non. Ça coûte Absolument. rien. Oui. Tu sais, on parle souvent de budget dans les entreprises, les startups, les PME, mais il y a tellement de choses qui coûtent rien. Un courriel de plus, une rencontre, juste mentionner, parler. Donc, tu sais, il y a plein de zones comme ça à travailler. Mais ça, on ne coache pas les gestionnaires à ajouter ça dans leur coffre à outils en organisation. Non. Est-ce que tu en as vu concrètement des plans qui prenaient le gestionnaire nouvellement nommé ou même un gestionnaire qui a envie de progresser, il peut ne pas être nouvellement nommé, mais puis de l'outiller à ce niveau-là, de réaliser ça? Bien, en fait, je te dirais qu'avec certains des clients que j'accompagne, moi, ça fait partie de moi. Fait que c'est sûr que je le mets de l'avant, puis je trouve ça important, tu sais, dans les rencontres que je peux avoir one-on-one avec les employés ou la direction, bien, c'est souvent, est-ce que ça, tu l'as mentionné? Ou ça, bien, c'est une information intéressante, où est-ce qu'on peut la faire vivre? Tout le monde se ramasse à un certain moment, quand on est en train de mettre les opérations en place, avec beaucoup de data, beaucoup d'informations, mais ils ne savent pas où le communiquer. Ils pourraient nourrir l'entreprise, mais ils ne savent pas par quel canot, par ça. Fait qu'il y a ça à mettre en place aussi, parce que des fois, souvent, les canaux ne sont pas mis en place. Puis c'est dit sur le coin du table, puis après ça, bien, pourquoi, mon Dieu, on n'a pas agi là-dessus? Bien, ça a été fait sur le coin du table. Dans Slack, là. Dans un des 15 canaux tout mélangés. Fait que va chercher ça, je l'entends souvent. Oui, puis tu sais, c'est ouvert à tout le monde. Fait que tu t'adresses à tout le monde, tu t'adresses à personne. Là, c'est la base des choses. Ça me concerne-tu? Ça me concerne pas. C'est impersonnel aussi. Oui, puis ça, c'est une autre affaire là, où tu envoies des courriels où tout le monde est en CC. Fait que même ça, c'est pas facile. Oui, communiquer à tout le monde. Fait que là, on se dit, on va mettre tout le monde sur le courriel. D'équipe de 10, on va tout le... Fait que tu te retrouves avec 60 courriels. Qu'est-ce qui est pertinent là-dedans? Fait que c'est d'avoir des canaux à l'interne qui sont réfléchis puis pensés ensemble. Où est-ce qu'on va se discipliner à mettre l'information qui est pertinente puis l'information qu'on veut juste laisser aller pour savoir, voici ce qui se passe aujourd'hui. Puis peut-être que ça m'aidera à savoir que ma collègue que j'arrête pas de relancer puis qui me répond pas, c'est parce qu'elle est en train dans un gros livrable puis je le savais pas. T'sais. Oui. Puis il faut aussi sensibiliser les gestionnaires à... La première chose qu'on doit comprendre, c'est qu'on lit pas... On lit les personnes comme un effet miroir. Donc, on va lire une perception comme nous, on la voit, comme nous, on la comprend, comme nous... C'est un réflexe 100% humain, mais tu viens de nommer un super bel exemple. Si on les aide pas à s'ouvrir sur comment, justement, augmenter leur perspective puis comprendre aussi les autres, que les autres voient pas les choses, bien là, on est irrité parce que tel employé nous répond comme ça, lui, il n'a pas fait son reporting, lui, puis là, on lit un courriel de telle façon. Il y a énormément de conflits qui viennent de la mécommunication, là, donc d'un manque de communication qui est lu différemment. C'est pas de la faute aux gens nécessairement, ils n'ont pas voulu provoquer ça. Mais on lit pas on lit les situations comme nous, on les vivrait, comme on les ressent, oui. Puis on s'entend qu'un rôle de gestionnaire, ressentir les émotions, c'est vraiment ça qui dirige les actions, les interactions puis les décisions. Donc, c'est un petit peu comment on forme les gestionnaires à maîtriser, à se comprendre, à comprendre les émotions puis à se gérer dans ces interactions-là puis dans ces prises d'action-là. Bien, tu sais, je pense que dans le rôle d'un gestionnaire, ce qui est important, c'est la présence à son équipe. Ouais. Moi, je me souviens, quand j'ai commencé, il y a une de mes gestionnaires, justement, qui est maintenant une très bonne amie à moi, qui me disait, tu sais, si tout le monde sait ce qu'ils font, tu as comme 3/4 de ta job est faite comme gestionnaire. Ouais.
Puis, tu sais, tu leur fais confiance, puis ils partent avec ça, puis tu sais qu'ils vont venir te voir s'il y a quelque chose. Mais ils savent qu'ils sont responsables de quoi. Puis c'est vrai, mais souvent, ça se passe pas. Puis l'autre, c'est la présence quand tu as des one-on-one avec ton monde. Puis maintenant, on est beaucoup en virtuel. Puis maintenant, on a 2 écrans. Fait que souvent, tu es là, tac, tu ne le regardes pas. Tu sais, on se voit pas. Il faut que tu sois capable de lire un peu les signaux. Là. Tu sais, si la personne devant toi, là, elle ramasse tout son petit change pour te dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, bien, il faut que tu sois là, puis il faut que tu l'écoutes. Puis c'est ça ta priorité. Parce que si elle n'arrive pas à avancer, bien, ça bloque tout le système au complet. Ben Fait que c'est ça qui est important. En fait, quand tu dis tout le système, parce que ton expertise aussi, c'est de voir l'ensemble des opérations, qu'est-ce qui bloque. Oui. Puis est-ce que tu es d'accord avec moi que quand les opérations bloquent, c'est sûr qu'il y a un facteur humain quelque part, là? Ben oui, oui, oui. À part vraiment qu'on parle d'une chaîne de production et encore là, Oui. si on parle plus des opérations, soit d'une entreprise de service, une entreprise de... Il y a un facteur humain parce que c'est de la com, c'est les consignes qui sont pas claires, les carrés de sable, il y a énormément de pertes d'efficience parce que les rôles se chevauchent aussi. Oui. Il y a comme un gros morceau qui appartient, entre autres, au rôle de gestion. Oui, c'est de savoir est-ce que j'ai les bons canaux de communication, comme tu dis, les processus. Est-ce que ça fait du sens, les processus que j'ai en place? Parce qu'il y a les processus quand tu es en start-up, en mode start-up, où il fallait que tu avais plusieurs chapeaux aussi, ça, mais après ça, ton entreprise a grandi. Il faut que tu revoies tes processus. Il y a des choses qui font plus de sens. Hein. Pour un paquet de raisons, ne serait-ce que quand tu commences, ben oui, des fois, tu vas prendre des programmes qui sont comme un peu moins dispendieux, mais tu vas en prendre 10 au lieu d'en prendre un qui coûte de l'argent, disons. Ouais. Mais après ça, il faut que tu streamlines à quelque part. Ça fait beaucoup pour le monde. T'sais. Fait que c'est tout ça. Des fois, c'est des petites choses qui deviennent grandes parce qu'on ne fait pas de l'amélioration continue, en fait. On ne regarde pas nos processus, on ne se pose pas la question de mois en mois, d'année en année, bien, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut améliorer? Est-ce qu'on peut faire des choses différemment? Est-ce que ça nécessite telle tâche? Est-ce qu'elle nécessite qu'il y ait 14 personnes qui soient en train de la regarder? Puis je te parle de ça, puis c'est sûr, c'est une évidence, mais en même temps, c'est facile présent. de le dire, mais on le sait que dans les organisations, c'est pas ça. Puis, Colline, qu'on voudrait les aider. Bien, c'est pas ça parce que tu as le nez là-dessus. Fait que tu n'arrives pas à prendre la vision d'ensemble. Puis je pense que c'est là aussi qu'on opère, c'est d'être capable de reculer tout le monde d'un pas, puis de dire, bon, ben OK, voici le symptôme que vous nommez. Maintenant, on va aller voir c'est quoi qui sous-tend tout ça, là. Oui, parce que le premier réflexe des entreprises, c'est de patcher le symptôme. Mais ça ne durera pas, ça ne sera pas durable. On vit dans le pas durable, même dans les entreprises, là, tout à fait. Fait que moi, j'ai souvent des clients, dans les premières choses qu'ils vont dire, ils ne savaient même pas que ça existe, ces services-là. Donc, d'aller en externe pour ajouter de la valeur dans l'organisation. Ce que tu nommes, justement, d'avoir une vue d'ensemble, puis d'avoir un plan d'action en amélioration continue, est-ce que ça peut se faire à l'interne ou c'est vraiment de valeur ajoutée de peut-être plus opter sur une option d'avoir un accompagnement en externe? C'est une bonne question. Je pense que ça dépend de la grosseur de ton entreprise. Parce qu'il y a des moments où, effectivement, où t'es trop petit pour avoir quelqu'un qui va uniquement occuper ce poste-là. Puis moi, c'est beaucoup là que j'interviens, justement. Donc, je suis le partenaire d'affaires où je rentre à certains moments. Oui, au début, ça peut être un petit peu plus long, le mandat, parce que c'est vraiment d'implanter des choses. Puis après ça, c'est de voir, de valider si tout fonctionne, s'il y a des ajustements à faire. Mais après ça, c'est de l'itération continue. Puis ensuite, bien, c'est de montrer aux gens comment faire. Oui, bien, de les rendre autonomes. Les rendre autonomes, puis ce que ça veut dire, c'est justement, se dire, toujours penser en amélioration continue. Comment je peux faire? Là, je viens de finir un mandat dans mon... où on vient de livrer quelque chose. Bien, le fameux post-mortem, là. Ça aussi, c'est une autre affaire. Qu'est-ce qu'on met dans notre post-mortem? Qu'est-ce qui est utile? Puis oui, effectivement, tantôt, tu parlais des dirigeants qui ne veulent pas nécessairement avoir des trucs de 14 pages. Non, l'idée, c'est pas ça, mais il faut que tu trouves le juste milieu entre les chiffres que la direction veut avoir pour faire améliorer sa stratégie, puis toi, ce que tu as besoin pour mettre ton plan d'action. Puis qu'est-ce que tu as besoin d'aller valider? Fait que c'est un outil pour toi. Puis c'est là que tu peux avoir la réflexion, puis c'est là que je travaille, moi, avec des équipes un peu plus juniors, à savoir qu'est-ce que tu as besoin de savoir pour te rendre au poste que tu es. Tu sais, c'est quoi ton dashboard? Qu'est-ce que tu regardes? Ouais. Puis là, si tu es plus là, bien,
tu vas être moins dans l'autre poste dans lequel tu essaies de transitionner ou de mettre quelqu'un en place. Que les objectifs soient clairs. L'écart, en fait, on ne mesure pas les écarts. Puis même chose aussi, tu sais, quand on disait pas besoin d'avoir des plans compliqués. Dans la majorité des entreprises, on peut arrêter de faire des planifications stratégiques sur 5 ans. Parce que souvent, je ne sais pas, toi, combien d'entreprises, combien de tes clients ont ça, des planifications stratégiques, ne serait-ce que de savoir l'année prochaine on est où. Ben, c'est pas mal ça, tu sais. On est encore en agile, comme on aimait dire, puis oui, c'est ça. Autrement. Quand on n'a pas, on dit qu'on est agile, tu sais, mais faites-en une de 1 an. Tu sais, prenez le temps juste de savoir on est où l'année prochaine, tu sais, puis qu'elle puisse vivre dans le temps ce plan de match-là. Oui, il peut changer, tu sais, mais c'est comme la gestion du changement. On met le terme planification stratégique en pensant que c'est un gros projet, fait qu'on attend parce qu'on dit qu'on n'a pas le temps, mais faites ça plus petit. Oui, c'est ça. Puis dans la pratique aussi, puis je pense que c'est là aussi qu'on s'en parlait, c'est que, tu sais, oui, la gestion du changement, ça peut avoir de l'air gros, puis c'est, mon Dieu, il va falloir tout cesser pour faire cette gestion-là. Mobiliser une équipe. Mobiliser une équipe, tu sais, c'était 72 heures, et c'est ça. Moi, c'est pas là que je m'en vais, là. Ce que je veux, c'est quoi les pratiques quotidiennes que tu as actuellement, puis on va partir de là. Partons de ce qu'on a, puis suivons la vague. Puis tranquillement, ben on va y voir plus clair. Mais tu peux pas du jour au lendemain. C'est trop drastique pour des gens. Là. C'est trop épeurant, puis démotivant, là, en fait. Mais parce quand tu commences... on va oublier de les inclure, on va oublier de gérer le changement. Fait que... Bien, c'est ça. Mais quand tu commences à leur montrer de quoi ça a de l'air... rajouter une rencontre des opérations. Qu'est-ce qu'on met là-dedans? Quel type d'informations? Commencer à leur poser des questions. Moi, souvent, je vais les animer, ces rencontres-là. Au début, Puis après, je laisse le leg à quelqu'un ou une autre personne, peu importe. Ça peut changer, mais juste savoir qu'est-ce qu'on va rechercher là, puis comment ça va nous aider pour le reste de notre semaine. Comment on avance tout le monde ensemble. Parce que c'est ça le plan stratégique. C'est un plan pour faire avancer tout le monde. Oui. Fait que 5 ans, tu sais pas, tu vas être où dans 5 ans quand tu es une PME? Ben non, puis c'est énormément de stress. Puis déjà qu'on n'a pas... c'est difficile de... Puis souvent, moi, ce que je vois, j'ai beaucoup d'entrepreneurs, tu sais, des startups, des profils entrepreneurs, ils n'aiment pas ça, s'asseoir devant un fichier Excel ou devant n'importe quel fichier puis le remplir avec des... Tu le vois, ça leur fait mal en dedans, là, tu sais. Donc, de les accompagner là-dedans à se déposer sur, oui, on doit nommer des objectifs clairs puis on doit le décliner en action puis de voir aussi ce bénéfice-là. Mais même quand on va à l'externe, tu sais, c'est important en accompagnement de quand même les soutenir dans cette autonomie-là, mais les soutenir de rester. Tu sais, je vois beaucoup de grosses planifs stratégiques livrées là, à des milliers de dollars, mais on s'en va. Ouais. Ça ne vit pas, là, ça reste à la tablette parce que le quotidien reste quand même le même. Donc, de les aider à... J'aimerais ça que tu dises que tu assistes aux rencontres aussi. C'est quelque chose que je vais faire aussi d'assister à quelques comités de direction juste pour... au début, animer, garder le flow, puis tranquillement me retirer, puis juste recadrer jusqu'à ce qu'on acquiert cette autonomie-là, parce que c'est vraiment important de structurer ça de la bonne manière, puis que ça dure là, dans le temps aussi. Là. Mais ça non plus, on ne montre pas ça aux gestionnaires, de juste faire des... Tu sais, à petite échelle, là, de faire des statutaires hebdomadaires ou bi-hebdomadaires. Qu'est-ce qu'on fait avec nos trimestres aussi? Oui. Mais tu vois, moi, j'ai rien contre la planification que tu vas demander à un consultant puis qui va t'envoyer, puis tu vas avoir ton document. Le problème, c'est pourquoi il reste là? C'est que personne n'a le ownership et on n'a pas décidé que telle personne... L'imputabilité, qu'il faut que ça se passe. Qui va l'implanter? Puis est-ce que cette personne-là, tu vas la chercher, mais elle n'a aucune idée de ce qui a été fait en amont? Elle n'était même pas là quand... Implante... Tu n'es peut-être pas d'accord, tu comprends pas trop, puis pour toi, c'est pas nécessairement ça le problème, mais vas-y, implante. Fait que, ça meurt de parce que quand on se sent pas concerné ou on s'est pas senti impliqué en amont, bien, c'est sûr que on n'assume pas le fait que l'humain est humain, puis que ce qu'on n'est pas talentueux, ce qui nous intéresse pas ou ce que dans quoi on se sent pas concerné ou qu'on n'y voit pas un bénéfice concret, bien, c'est sûr que naturellement, ça va prendre le bord. À un moment donné, il faut l'assumer. Fait qu'en le sachant, on peut aller travailler sur ces éléments-là en amont pour s'assurer que ça se livre puis que ça avance. Là, exact.
c'est clair. J'ai des questions à te demander. Vas-y, je vais essayer de répondre du mieux que je peux. Alejandra, quel type de gestionnaire, parce que tu as occupé des rôles de directrice, quel type de gestionnaire es-tu? Écoute, je pense que ça revient justement au fait que je me situe vraiment dans mes 3 axes. Là. J'ai besoin de comprendre la stratégie. Je navigue très bien dans les opérations, mais mon dada, c'est les humains. Si je te demande une échappée que tu as fait comme gestionnaire, peut-être dans le début de ta carrière ou... J'en ai probablement fait plusieurs. Une échappée que j'ai faite... je me souviens qu'à un certain moment, dans les périodes de la pandémie, tout ça, où on était plus justement à distance, tout le monde enfermé dans son cocon à la maison et tout ça. Puis dans une entreprise, j'étais en charge de chargé de projet et puis de d'autres personnes, une équipe d'une 60aine de personnes. Puis, à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a appelé pour me dire, il faut que j'aille en arrêt de travail, j'ai fait un burn-out. Puis là, je me suis dit, ah merde, là, je l'ai échappé. Excusez. Tu l'as pas vu venir? Je sentais, mais tout le monde était un peu épuisé aussi. Ouais. Puis, tu sais, la pandémie, c'est tough à savoir. Est-ce que tu es épuisé parce qu'on est en train de mener un projet, puis c'est le rythme d'aller, ou c'est un épuisement profond, tu sais. Puis c'est ça, puis j'ai une discussion avec la personne, évidemment, elle est partie se reposer. Puis, mais ça m'a ramené à moi-même quand j'étais plus jeune, au début de ma carrière, où je m'en suis jamais rendu compte qu'il a fallu que, à force de discuter avec une psychologue, je me suis rendu compte que j'avais fait un burn-out aussi. Oui. Mais, tu sais, que j'avais probablement ignoré, OK, de l'épuisement, puis ça, puis on connaît pas les signes. Fait que ça m'a ramené là aussi, puis c'est là que je me suis dit, OK, ça, vraiment, là, ça peut... Je veux plus. Tu veux pas être tu veux être une gestionnaire qui est capable de voir les angles morts, qui va essayer au mieux de prévenir ça. Oui, ou ne serait sensibiliser. Ouais. Puis si je sens que mon instinct me dit il y a quelque chose, stop la rencontre. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'es pas obligé de tout me dire. Le pilote automatique, on l'arrête. C'est ça. Mais dis-moi si je peux intervenir dans notre cercle, dans notre cercle de confiance ou dans ce que je peux faire. Sinon, est-ce que tu es entouré? Tu es bien entouré? C'est ce que je veux savoir. Je ne m'y jamais dans la vie personnelle de quelqu'un. Si quelqu'un veut s'ouvrir à moi... I see you, là. Oui, à quelque part. Puis ça, j'ai mal interprété les signes, ou j'ai attendu trop longtemps. Puis ça, c'est un apprentissage, mais qui a coûté un petit peu plus cher à quelqu'un. Puis ça, je trouve ça plate. Ouais. Puis ça marque, ça reste. Ça marque, ça reste. Je pense qu'on a quand même une bonne relation aussi, mais c'est ça. Tu ne peux jamais voir quelqu'un comme ça... épuisé, fatigué, puis qui est allé au bout du rouleau. Là. As-tu déjà eu une gestionnaire dans ces expériences-là, ou même quand on est plus jeune, là, les emplois étudiants, qui t'a laissé une trace comme ça, de par ses maladresses ou... Tu veux dire quelqu'un qui aurait fait comme moi j'ai fait? Dans le sens où, tu sais, quand on est gestionnaire, on n'est pas parfait. Il n'y a pas ça, un gestionnaire parfait, ça n'existe pas. Mais donc, il y a un échappé, quelqu'un qui aurait commis un échappé, une maladresse, ou, puis qui te reste justement une mauvaise expérience comme employé, ou qui aurait pu même affecter... Tu sais, des fois, les gestionnaires, de par leur maladresse, ils peuvent affecter, justement, psychologiquement. Tu sais, comme moi, par exemple, on m'a déjà montré la porte, vraiment... après que j'aille lever le flag sur un potentiel d'harcèlement psychologique de la part de ma propre gestionnaire, puis ce sentiment d'être trahi alors que je me suis confiée aux ressources humaines en levant le flag, puis qui ont choisi, évidemment, de sauver un rôle de direction, clairement. Je veux dire, ça reste avec soi, là, toute la durée de sa carrière, là. Puis ça a pris du temps avant que je retrouve confiance envers des ressources humaines ou ses propres patrons aussi. Ouais. As-tu déjà vécu quelque chose comme ça d'un gestionnaire qui aurait laissé une trace? Je te dirais que c'est probablement la raison pourquoi que je suis là puis que je fais ce que je fais. C'est le cumul de plein de petites choses qui viennent
t'apprendre de ces choses-là. Ouais. Tu prends du recul et tu dis, OK, qu'est-ce qui s'est passé là? Mais je me souviens, quand j'étais plus jeune, peut-être que j'arrivais moins à le nommer, mais il y a des choses que j'entendais des fois, là, tu sais, un employé dire à un autre employé, ben, tu sais, t'inquiète pas, elle est en congé de maternité, l'autre, elle va revenir puis elle va faire un autre enfant, fait que tu vas l'avoir le poste. Mon Dieu, ça n'a pas de sens qu'on se dise des affaires de même, tu sais, ou telle personne est frustrée puis c'est, ben, parce que est en ménopause ou est menstruée. Tu sais, c'est des affaires qui n'ont pas de sens en entreprise. Je trouve qu'ils m'ont... qu'à chaque fois, c'était comme, ah mon Dieu, C'est révoltant à l'intérieur c'est quand on révoltant, tu sais, c'est... Quand on tolère ça, en fait, on réalise qu'il Oui. y a des gens autour qui tolèrent ça parce que ça devait être dit quand même à voix haute, là. Oui, puis c'est parce que c'est le cumul de toutes ces affaires-là qui viennent qu'à épuiser dans une journée aussi. Des gens qui se sont permis de crier sur d'autres personnes. Tu sais, oui, tu sais, dans des entreprises, dans des rencontres, quand il y a des gens qui se prennent le bec, c'est pas confortable pour les gens qui le vivent, mais pour tout le contexte autour aussi, ça vient, ça vient de chercher. C'est l'impact, en fait. Puis on s'en rend pas compte, tu sais. Fait qu'il y a toutes ces petites façons de faire là où je me dis, OK, bien, comment qu'on peut faire autrement? Puis comment moi, je peux éveiller les gestionnaires, les dirigeants que j'accompagne, puis éveiller les employés aussi. Bien, il faut que tu lèves le flag. Fait que quand ça ne fonctionne pas, vers où tu te retournes ou aide-moi à le nommer ou tu es fâché, on va le nommer, on va le ventiler, puis après ça, sortir qu'est-ce qu'il y a en arrière de tout ça. T'sais. Parce qu'il y a une raison, puis je pense pas que les gens essayent d'être méchants juste pour être méchants, mais c'est juste qu'on ne l'a pas ventilé, on ne sait pas comment dire les choses, fait qu'on devient tout croche, puis on sort des affaires tout croche. Il faut se le dire, puis toutes les émotions sont légitimes. Mm-hmm. Ouais. Se ressentir une émotion, on le contrôle pas. On devrait, surtout le gestionnaire, quand on parle de gestionnaire bienveillant, la première chose, c'est toutes les émotions sont légitimes, on peut les valider. Ça veut pas, parce qu'ils proviennent d'une perception, ils proviennent d'un trigger en dedans, ils proviennent d'un désaccord. Ça veut pas dire que la source qui crée cette émotion-là, elle est réelle ou c'est exactement c'est exactement ça qui se passe. Mais si l'employé nomme une émotion, on peut pas l'invalider. Non. Et on peut pas dire « t'as pas raison de penser de même, t'as pas raison de ressentir ça » ou « voyons donc », tu sais, les fameux « mais voyons donc, t'es donc bien... » Non, tu sais, on doit l'accueillir, puis après ça, comprendre, elle vient d'où cette émotion-là. Puis probablement qu'elle vient d'un écart de perception qui est réglable à emmener des faits, tu sais, puis mais si on valide pas cette émotion-là, ben là, c'est la confiance. Ton employé, il viendra pas te le dire, là. Exactement. Puis ça, il y a souvent ça aussi, que tu vas justement, soit que tu es à l'écran puis tu regardes pas ton employé, fait que ça ne donne pas envie de partager puis de s'ouvrir par rapport à certaines choses. Il y a le fait que tu lui as répondu vite et sec parce que tu n'as pas le temps. OK, bien, ça, c'est quelque chose qui reste imprégné. Puis, OK, bien, je lui en parlerai pas ou comment je fais vite. Fait que là, la personne veut faire plus vite, te parle plus vite, plus croche parce qu'elle est stressée à un moment donné OK, je veux pas te faire perdre ton temps. Fait que, tu sais, c'est toutes ces petites nuances-là il y en a un paquet. Donc, pour en revenir, puis, tu sais, oui, j'ai déjà rencontré des profils un petit peu plus narcissiques, disons. Puis ça, mais tu sais, c'est pas dans la majorité des cas, bien heureusement. Mais le reste est aussi présent, puis il peut aussi avoir de l'impact. Tout à fait, tout à fait. Alejandra, j'ai envie de te poser quelques questions. Donc, on est allé chercher des Reddit, donc des situations que les gens racontent. J'ai envie qu'on se prononce là-dessus. On n'aura pas gros détails, mais on pourrait souligner qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui pourrait se passer. Je te laisse piger. Parfait. Je vais essayer avec... Je voulais qu'on soit comme une famille. On l'aime, celle-là. Il nous racontait sa vie, faisait des blagues, allait luncher avec nous. Puis un jour, il m'a sorti, je pensais qu'on était plus proche que ça. Je suis vraiment déçue par ton attitude. Parce que je t'avais demandé une augmentation. Et qu'on en comprend que c'est un gestionnaire qui traitait son équipe comme une grande famille, donc beaucoup de love, tender care. Puis là, oups, un employé qui vient soulever le fait qu'il aimerait avoir une augmentation. Puis là, on joue c'est de la manipulation émotive. Oui. Bien, après ça, est-ce que c'est perçu
comme ça? Est-ce que c'est ça qu'ils voulaient? C'est le fameux je pensais qu'on était plus proche que ça. Ouais. Pas- Ben, moi, je te dirais déjà, là, comme une grande famille, là, ça vient me chercher, tu sais, dans les choses qui viennent me chercher. Dans la posture managériale, c'est une chose que... Oui, ça vient me chercher, mais ça vient même me chercher quand il y a des employés qui parlent de, tu sais, j'ai déjà fait du recrutement avec des employés, bon, tu passes les évaluations, puis on est comme une grande famille. Puis à chaque fois, je reprends, je dis, non, on n'est pas comme une grande famille. On est des gens, une équipe qui se tiennent bien ensemble, on se respecte, mais une grande famille, non. Si ta famille a besoin de toi, j'espère que tu vas passer ta famille avant nous. On n'est pas une grande famille. Oui, c'est comme de mettre... puis j'en parlais avec un collaborateur dernièrement. Une famille, là, ce n'est pas non plus des relations saines, ce n'est pas garant d'une communication claire, ce n'est pas garant d'un sentiment de responsabilité. Il n'y a pas de rôle dans une famille, nécessairement, tu sais. Donc, de dire on est une famille, ça peut aussi... Chaque famille est différente. Mais c'est ça, quel type de famille? Il y en a Est-ce plus saines que d'autres. Ça peut vouloir dire qu'on assume que, si moi, ma famille, on communique pas les situations difficiles, ou on n'adresse pas les conflits, ou on... Tu sais, il y a on est des... Il y a des positifs toxiques qu'on appelle. Il y a tellement de types de familles. Fait qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'on accepte que c'est le chaos, qu'on communique pas clairement, qu'on n'adresse pas. Puis, c'est pas grave, on est une famille. Je pense que ça peut déjouer un petit peu exactement. Cette conscience-là ou ce sentiment de se sacrifier. Aussi, il y a ça aussi. On ne devrait pas se sacrifier. On est une famille, on se sacrifie, puis on met les heures. Ça, ça fonctionne plus, ça. Ouais. Je pense, moi, je suis vraiment dans l'équité. On donne, on donne un salaire pour un service, puis il faut que ça soit clair, là, tout ça. Là. Parce que sinon, ça peut laisser à l'interprétation, puis tu pourrais toujours être en train de travailler, là. Ben oui. Constamment, n'importe qui, n'importe quand. Mais, puis c'est ça, puis comme là-dedans, il y a aussi la déception de, j'ai demandé un salaire, puis il m'a dit non, tu sais. En fait, on l'a pas accueilli. Tu sais, on n'est pas obligé de dire... c'est pas parce qu'on écoute, puis qu'on évalue, puis qu'on regarde ça ensemble que je vais dire oui. Là, c'est un non comme définitif. C'est un non tout de suite, au lieu de prendre le temps de regarder la situation, même si l'idée est faite. C'est au moins d'accueillir puis d'entendre l'argumentation, le point de vue de l'employé aussi. Là. Puis c'est de savoir, il était où ton processus interne pour que l'employé sache à quel moment qu'on en parle, à qui j'en parle, comment ça se passe à l'interne. Si s'est senti le besoin d'aller te demander ça sur l'heure du lunch quand on est en train de jaser, c'est parce qu'il n'y a pas d'autres canaux pour le faire. Oui. Donc, créons les bons canaux pour avoir les bonnes discussions. Puis c'est une belle occasion de l'accompagner aussi à apprendre justement à quel moment dans notre organisation, au niveau des processus, puis comment on procède. Ouais. Probablement parce que le gestionnaire lui-même n'a pas l'information pour la transmettre, mais de ne pas le prendre de front comme une attaque. Là, je pense que exactement, oui. C'est ce que souvent on peut voir en entreprise. Là. Tu peux avoir le ressentiment d'humiliation quand ça se passe. C'est clair. On a fait un autre. Alors, Qu'est-ce qui se passe? En 8 mois, je pense qu'il a participé à 3 meetings. Il parle du gestionnaire, son boss. Oui, sûrement. Il ne lisait pas nos rapports, ne répondait pas à nos courriels. Il apparaissait juste pour les bilans mensuels pour demander des résultats. Il ne comprenait pas pourquoi on n'avançait pas assez vite. Le gestionnaire absent. On l'a vécu souvent. Le gestionnaire absent, c'est... La passivité peut être beaucoup plus toxique pour une équipe que le micromanagement. Là, un gestionnaire absent ou micromanager? Écoute, j'essaie d'aller dans mes... Moi, je me souviens d'un gestionnaire qui, justement, là, quand tu arrivais à l'attraper... Là, il y avait, parce que c'est un visionnaire, fait qu'il y avait comme plein de, voici, ça va être ça, puis là, on va faire telle affaire. Il revenait 3 semaines plus tard, puis où ça devait être implanté, pourquoi ça n'a pas commencé? Vous n'avez pas tout compris ce que je voulais dire. C'est ça. Tu sais, à qui t'as donné ce projet-là? Il y avait à peu près 6 personnes. Ça impliquait quoi? C'est quoi les budgets? Fait que, tu sais, est-ce que c'est micromanagement ou délaisser? Mais c'est avoir la pensée magique que tout va se faire en juste...
mettant ça dans l'univers. Tu sais, il faut une structure à tout ça. Puis bon, si le visionnaire n'est pas structuré, il faut que tu aies quelqu'un qui va être capable de le structurer en dessous de toi. Puis souvent, c'est ça. C'est que tu as l'impression... Il y a souvent des visionnaires qui ont de la difficulté à déléguer ou à laisser quelqu'un les structurer. Fait qu'ils se disent DG aussi. Puis qui est comme la pire idée, tu sais. Tu as besoin de quelqu'un pour faire arriver tes choses. J'en ai beaucoup d'entrepreneurs. Puis, tu sais, c'est la première chose qu'on fait. On va assumer que c'est pas, tu sais, pour avoir un talent de visionnaire, ça vient automatiquement avec le talent de pas... Tu sais, ça fait mal en dedans de se structurer, de mettre des objectifs. C'est l'inverse complètement. Fait qu'on a besoin de nos visionnaires. Oui, absolument. Fait que la meilleure chose, c'est de trouver mais comment est-ce qu'on remplit le trou qui va toujours rester vide. Même si tu as la plus grande envie de le faire, ça va prendre le bord. Mais ça, c'est que les employés en ont besoin. C'est un besoin psychologique d'avoir... C'est le pont entre les deux que tu n'as pas. C'est complètement coupé. Puis c'est là que tu as besoin d'avoir... Puis de chercher, c'est qui la bonne personne pour m'accompagner. Puis de vraiment te comprendre, toi, dans ton besoin. Tu sais, tu as des visionnaires que c'est vraiment, tiens, je laisse aller, puis je déteste les petits détails. Il y a des visionnaires qui, au contraire, vont faire de l'idéation, puis ont vraiment besoin, là, si ça prend trop de temps, bien, eux, ils vont tout prendre en charge, puis c'est là qu'ils reviennent dans les opérations. Puis c'est là le faire. Exactement. Puis ça, c'est aussi dangereux, puis ça ne permet pas d'évoluer non plus. Fait que, tu sais, c'est entre les deux. Ça envoie des messages. Tu sais, c'est de réaliser que nos actions, nos décisions envoient des messages aussi. Qui, même si on ne le veut pas, ça reste que c'est ça. Tasse-toi, je vais le faire. Ça l'envoie quand même le message. Tu n'as pas rencontré mes attentes, vous m'avez déçu. Tu sais, alors que, ben, ça se peut aussi que toi, c'était clair pour toi, c'était pour ton équipe, non. Puis quand il y a juste un humain qui décide, puis qu'il n'y a pas un système de décision, bien là, ce que ça fait, c'est que, tu sais, moi, je peux être dans une organisation, avoir mes équipes, puis en bout de ligne, se jaser, puis tout ça, puis ça m'est déjà arrivé, quelqu'un me dise, bien, en bout de ligne, c'est la personne en haut qui va décider. Fait que qu'on ait ces discussions-là, puis ça, tu peux rapporter, packager, puis ben oui, on était freinés par ça aussi. Puis c'est là que ça avance pas, puis que tu tournes droit comme dirigeant d'entreprise. On tourne en rond, mais on le voit aussi, tu sais, puis quand on dit que les startups, la majorité des startups lèvent pas, tu sais, il y a un gros pourcentage, mais je pense qu'à un moment donné, quand vient le temps de dire « Hey, ma business a levé », oups, il y a comme ça, une nécessité, mais là, on est dans un labyrinthe qu'on tourne en rond, là. Fait qu'il faut accepter de lever la main puis d'aller peut-être en externe, justement, pour quelqu'un, puis de se faire challenger aussi. Parce que sinon, ben, on continue à tourner en rond, puis c'est là, probablement, qu'on a des entreprises qui avaient du potentiel, mais qui s'éteignent, là. Exactement, Puis c'est normal, tu sais, on s'en va dans une zone qu'on connaissait pas, donc on ne sait pas qu'on ne sait pas, mais on peut savoir qu'il y a probablement quelque chose qu'on sait pas. Puis est-ce que tu penses qu'il y a certains dirigeants qui n'ont pas la capacité de faire ça puis qui vont rester à un certain niveau? C'est possible, en fait. Oui, parce que ça reste un choix. C'est un choix de lever la main. C'est un choix de ne pas vouloir stagner. C'est un choix de... Il y en a pour qui c'est un choix aussi de ne pas voir, en fait. Oui, l'aveuglement volontaire. Exact. Il y a cette conscience-là, mais il y a aussi, quand on ne dit pas tout le monde qui est entrepreneur, il y a aussi des traits de personnalité qui peuvent influencer le fait qu'on a cette capacité-là de lever la main au bon moment, d'être en mode solution, de ne pas ruminer tout seul les mêmes problèmes. Fait qu'il y a mais oui, il peut y avoir des gens qui iront pas jusque-là, à réaliser qu'ils tournent en rond, qu'il y a d'autres solutions possibles, mais puis aussi, comme je le disais, je pense plus tôt, peut-être, ou dans une autre conversation, on peut pas aider quelqu'un parce qu'une personne qui veut évoluer ou qui veut faire évoluer son projet, la seule personne qui a contrôle, c'est soi. Après ça, on peut influencer des gens. On peut apprendre aussi comment mieux influencer des comportements des gens, mais on ne change pas des gens. Fait qu'il faut que la personne, en premier, elle accepte que moi, je peux juste travailler sur toi. Je peux travailler avec toi pour qu'on décloche des affaires, qu'on s'outille, qu'on comprenne des concepts, puis qu'on aligne nos actions, mais je ne peux pas corriger toute ta gang. Fait qu'une personne qui arrive
pas dans l'optique de travailler sur soi avec son authenticité, toutes ses couleurs, puis transparence, confiance. Ça, c'est mon travail aussi d'émaner la confiance. Puis de bâtir cette confiance-là, mais une personne qui n'est pas capable d'aller vers son intérieur, de se comprendre, de s'auto-challenger ou de s'ouvrir à être challengée, ben, je peux pas l'aider. Non, puis il faut que tu montres l'exemple à quelque part. Tu peux pas demander ça à tes employés, à ta gang, sans être capable de faire 100%. Le jump-in aussi. Tu sais. 100%. Puis on peut être, j'ai dit ça récemment à un client, tu peux rester aux yeux de ton équipe le dirigeant de l'entreprise, l'entrepreneur, mais te montrer vulnérable. Tu peux les nommer, tu peux te montrer vulnérable, tu peux assumer que tu as pas tel ou tel talent, ton équipe va te respecter quand même. Ouais. Puis au-delà de ça, elle va te respecter, elle va te considérer, tu vas rester quand même le dirigeant de l'entreprise. Ça t'enlève aucun pouvoir, mais elle va être bien plus amenée à te communiquer les erreurs, à aller vers toi aussi pour t'aider. Dans le meilleur des mondes, les équipes sont là pour aider aussi le dirigeant, l'entrepreneur, les gestionnaires. Donc, la vulnérabilité ne vient pas faire un affect à cette autorité-là aussi. Pour autant, là, quand c'est... Par contre, on ne peut pas faire subir sa vulnérabilité comme le stress c'est intéressant, aux équipes. Oui, ça, c'est important parce que... C'est pas parce que tu cries que tu es occupé. Exactement. Mais ou à l'inverse, les ventes ne rentrent pas, je suis stressée, on mobilise tout le monde. Bon, là, on est tous sur le même projet de faire venir des clients, des ci, des ça, mais de stresser tout le monde, ça ne fonctionne pas non plus. Oui. C'est juste un milieu, puis je comprends qu'il n'est pas simple de trouver la juste dose de communication, parce que c'est quoi la transparence, en fait, jusqu'où ça va. Mais c'est sûr que si ton dirigeant il est shaké par ce qui se passe, ben c'est là que ça devient intéressant quand tu as quelqu'un qui peut venir gérer toutes les opérations ou être la personne forte devant l'équipe aussi. Pas pour cacher, mais juste dire, OK, on a besoin de plus se reconcentrer. Garder la tête froide, objective. Exactement. Aussi, d'être capable, c'est ça. Fait que c'est là où justement d'aller en externe avec coach, consultant, ça peut ajouter de la valeur aussi. Mais je suis d'accord aussi, moi, l'authenticité est très, très importante, mais c'est pas vrai qu'il faut être transparent tout le temps. Surtout dans des rôles d'influence, gestion, dirigeant. Je pense qu'on s'est mêlé avec je veux plus de transparence, il faut plus... Dans les communications, tu sais, de la transparence, dans le sens que ne pas tourner... Si tu communiques, tu ne tournes pas autour du pot. Ouais. Mais après ça, il y a quand même un filtre, une transparence stratégique pour... Pas dans le but de cacher quelque chose, pour son... Tu sais, dans le but, justement, pour le bien-être des équipes, pour pas... se soulager sur nos équipes. C'est pas ça qu'on veut non plus. Non, on peut communiquer, par contre, qu'on a des forces, qu'il y a des choses que... y a-t-il quelqu'un ici qui peut m'aider sur tel projet? On a des talents, puis on a l'inverse qui est la zone de non-talent, puis c'est pour ça qu'on s'entoure de gens. Oui, puis c'est là que tu peux paralyser tout le monde juste en ayant une discussion qui est là comme trop transparente, puis trop dans le stress, dans l'émotion, et c'est ça, puis c'est pas ça que tu veux. Hein. Ça devient difficile à faire de l'autre côté, parce que ton équipe viendra pas te le dire, mais elle va le sentir. Hein. C'est clair. Aléandra, on aurait pu jaser, je pense, pendant 4 heures. Fait que tu reviendras certainement. J'ai envie de finir ça sur une grosse question. Comment tu te gères? Comment je me gère? C'est une bonne question. Puis je trouvais que le clin d'œil était bon. Là, gère-toi. J'adore ça. Moi, comment je me gère au quotidien? Ben, c'est pas une ligne droite. Comme je mentionne souvent, j'ai appris à m'ajuster, mais j'ai appris à regarder au quotidien qu'est-ce qui me fait du bien, où j'en suis. Est-ce que je suis à un niveau de stress? Je suis où par rapport à tout ça? Puis c'est sûr que moi, dans le mouvement, c'est super important. De plus en plus on vieillit aussi. Donc, l'entraînement, les marches, juste faire d'autres choses depuis la pandémie. Puis moi, depuis que je suis à mon compte, je travaille encore plus à la maison. On bouge pas devant l'ordinateur, mais oui, briser l'isolement. Donc, se forcer à bouger beaucoup plus,
ça semble ridicule, mais tu sais, je me souviens qu'avant, quand j'allais travailler, bien, je prends le métro, je prends l'autobus, on voit des gens et tout ça, puis on oublie tout ça. Tu sais, oui, on a gagné en efficacité pour certaines choses, mais pour d'autres, bien, ça va très vite, puis on peut passer une journée Oui. tu sais, sans avoir pris notre verre d'eau, sans avoir bien mangé. Puis il faut se calibrer au quotidien, parce que là, quand le stress rentre, puis c'est toujours la même chose, tu coupes les bonnes habitudes. C'est vrai. Tu commences à mal manger, puis tu arrêtes de bouger. Ce qui est Coupable. complètement le contraire de ce que tu devrais faire. Donc, Ouais. c'est pour ça que de faire un check-in avec moi-même une fois de temps en temps, c'est bon. Puis apprendre à bien communiquer aussi. C'est comme une fois qu'on a trouvé notre passion, puis que notre passion, c'est la consultation d'entreprise, où il y a beaucoup de rencontres en virtuel. On est passionné, donc c'est du 8 à... Mais c'est vrai qu'on reste... c'est ça. Ouais, on écope du fait que notre passion nous donne des œillères sur... On est motivé, mais on oublie les habitudes d'hygiène qu'on appelle. Là, Oui, l'hygiène de vie, s'aérer c'est ça. l'esprit, se Ou nourrir. même bien s'entourer, aller consulter si tu en as le besoin, mais pas attendre que ça aille mal pour le faire. Ouais. Tu peux le faire au quotidien. Puis aussi, ben, tu sais, pour finir, notre travail, c'est d'écouter aussi beaucoup les gens, puis de refaire un miroir, d'essayer de les aider. Donc, on est beaucoup dans l'écoute, mais il faut se donner du temps aussi pour s'écouter dans tout ça. Donc, c'est vrai qu'on absorbe, ou tu sais, puis là, il faut faire attention avec, tu sais, le fameux syndrome du sauveur aussi. Ouais. De vouloir tout solutionner, tout aider, tout, fait que ça peut rajouter du temps, puis des fois, on le voit pas venir, fait que c'est un super beau métier d'aider nos organisations. Oui. Mais c'est ça, il faut se gérer. Il faut gérer, exactement. On pouvait-tu finir ça? Ouais. C'est ça, aussi précis que parfait. ça. C'était vraiment parfait. Merci, Alejandra. Merci à toi. Où est-ce qu'on peut communiquer avec toi pour des gens qui auraient des questions, qui auraient besoin de tes services, qui ont envie de te connaître davantage? Jaser, de peu importe. Ouais. Ben écoute, je te dirais que LinkedIn, c'est le meilleur endroit, que ça soit pour Alejandra jaser. Aura. Oui, Alejandra Ura, oui. Donc, à rejoindre là, pour une petite jasette, pour vous avez besoin d'aide, là, ça va me faire plaisir. Merci Super. beaucoup, Émilie. Merci à Puis bon toi. succès. Merci beaucoup. Merci d'être passée. Donc, tu vas sûrement revenir nous voir. On va jaser de plein d'autres sujets. Parfait, super. Merci. Merci. Bye bye.